la seconde session de cette table ronde, naviguer après le séisme, qui va aborder plutôt le temps un peu plus long de la reconstruction, mais surtout le cas plus précis du Maroc et du Haut-Atlas. Donc, je vais laisser la main à Nadia Rouizam Labied, qui va présenter, animer cette seconde session. Elle est architecte, chercheure franco-marocaine, et c'est aussi l'auteur d'un ouvrage très intéressant qui s'appelle « Réinventer la terre crue ». Nadia, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, parfait. Ok, super. Merci beaucoup Zineb et Rita pour l'invitation. Merci à tous d'être là si nombreux. C'est une très bonne initiative et donc je vous félicite tous les trois pour ce que vous faites, tous les quatre du coup. Moi de mon côté, je vais juste rapidement présenter les intervenants et préciser des éléments qui me semblent intéressants dans ce qui a été dit et peut-être aussi rappeler que la terre crue a été souvent employée après les périodes de crise. Donc, je ne suis pas du tout spécialiste du sismique ou voilà, de ce type de construction. Par contre, dans ce que j'ai étudié dans ma recherche et dans mon livre, c'est que donc c'est un matériau qu'on a souvent réemployé après les crises. Donc, que ce soit en Europe, suite aux pénuries de ciment juste après la guerre. Donc, il y a par exemple un architecte qui s'appelle Paul Dufournet qui a essayé de reconstruire dans la Somme, dans les années 40, certains villages avec la terre crue. Ça n'a pas marché pour diverses raisons. On a essayé aussi en Algérie, donc pendant la période coloniale aussi, suite à des pénuries de ciment. Après, au Maroc, donc ma recherche, c'était suite à la crise du logement, donc pour résorber notamment des populations de bidonvilles. Et je rappelle aussi que le cratère a été créé en 1979 suite aux 2 crises pétrolières et que les étudiants de l'école d'architecture de Grenoble qui l'ont créé, donc c'était vraiment les tout débuts de la crise environnementale, mais ça, je pense que Philippe Garnier nous le rappellera peut-être de manière plus détaillée. Donc, je remercie aussi Mamoun Kadiri et Philippe Garnier d'avoir accepté de participer cet après-midi. Donc, Mamoun est un jeune architecte marocain, diplômé de l'ENSA de Paris-Val-de-Seine, très engagé dans la recherche de solutions suite aux enjeux écologiques. Il a déjà expérimenté la terre crue à travers la réalisation de presses de blocs de terre compressés notamment. Et il est membre de l'association Labina qui est engagée pour la cause environnementale et patrimoniale marocaine. Et Philippe Garnier, architecte-chercheur, responsable du programme de recherche Habitat de l'unité de recherche Architecture, Environnement et Culture constructive de l'équipe Cratère, donc dont je vous parlais à l'instant, à l'ENSA de Grenoble, et il est aussi membre du comité de direction du Risk Institute de l'université Grenoble-Alpes. Et donc, je laisse la parole à Mamoun. Enchantée de faire ta connaissance, on se voit pour la première fois. Enchanté, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors moi, je vais faire une présentation très rapide de mon parcours et puis après on ouvre bien sûr, j'imagine, la discussion sur le séisme. Je vais essayer de me présenter rapidement et ainsi que l'association Labina. Je m'appelle Mamoun Kadiri, j'ai eu mon master à l'ENSA de Paris-Val-de-Seine en 2018, puis ma HMO en 2020. Puis j'ai décidé de rentrer au Maroc juste après pour commencer un projet de production de blocs de terre comprimés, dans ma ville natale, à Bni Mellal. C'est là où j'ai pu rencontrer l'entreprise Argilex notamment, qui nous a fait une formation sur la construction en terre.
Et puis, j'en ai profité quelques mois plus tard pour initier une démarche de rencontre un peu avec les différents acteurs de la construction en terre, donc à travers un documentaire que j'ai eu la chance de pouvoir faire avec l'atelier Géminé, pendant l'été 2021, documentaire qui s'appelle De terre et d'eau. Et je vais en parler tout à l'heure. C'est quelque chose qui nous a ouvert les yeux en fait sur beaucoup de choses au Maroc, notamment les initiatives qui sont en cours dans la construction contemporaine en matériaux locaux. J'ai créé mon agence en 2022 et actuellement je poursuis mes études dans un diplôme de spécialisation en architecture du patrimoine à l'École nationale de Rabat en collaboration avec l'école de Chaillot. Voilà. J'ai pu aussi collaborer ponctuellement avec l'agence Sigil Massi et l'atelier Maoulaoui à Casablanca, qui ont conçu notamment le projet du siège social de Bosch, qui fait partie des projets contemporains de construction en terre. Donc ça c'était quelques expériences en fait, dans mon parcours qui m'ont orienté vers la terre crue, vers la recherche sur le matériau. Donc d'abord un chantier participatif en Bretagne, un atelier de production de blocs de terre comprimés en 2017 en Belgique avec BC Architects. Mon projet de fin d'études, donc mon stage de master que j'ai eu la chance de pouvoir faire avec l'agence Joly et Loiret, ça c'était l'un des projets qu'il portait à l'époque, donc Manufacture sur Seine. Excuse-moi, maman, il faut peut-être partager parce que je ne sais pas si tu as des visuels. Ah, je suis désolé, j'ai pas. Voilà, il faut partager ton écran. Ça fait. Mamoun, si tu n'arrives pas. Ah, si, c'est bon. Ça marche. C'est bon? Ouais, on voit ton écran maintenant. Parfait. Ok. Merci. Désolé, je pensais que c'était partagé déjà dès le début. Non. Donc voilà, je vais donc présenter rapidement l'expérimentation sur les blocs de terre que j'ai pu mener depuis 2020. Donc ça, c'est une première presse manuelle qu'on a assemblée pour commencer les essais. Alors le contexte, c'est en fait une usine de matériaux de construction qui se trouve à Bni Mellal, qui est notre usine familiale, donc qui produit notamment du sable lavé et qui rejette des grandes quantités de boue de lavage qui sont considérées comme un déchet, et donc je me suis proposé d'exploiter pour fabriquer des blocs. Donc ça, c'est l'argile après le séchage. Donc il y a 3 grands bassins en fait, d'argile qui se sont accumulés et qui n'ont pas vraiment d'utilité. Donc l'idée, ça a été de se dire comment on va exploiter ce déchet-là. Donc ça, c'est une machine qui va broyer l'argile à l'état solide pour le réduire en poudre. Et puis ensuite, sous cette forme-là, et puis ensuite le mélanger avec notamment du sable pour produire les blocs de terre. Donc ça, c'est une formation que nous avons fait, un workshop de quelques jours pour construire une coupole en terre. Voilà, avec l'entreprise Argilex. Et puis, les participants, c'était notamment des jeunes architectes de Bni Mellal qui étaient intéressés. Voilà le résultat du premier chantier. Donc, c'était une petite coupole sous pendentif en bloc de terre comprimé. Par la suite, j'ai continué l'expérience en augmentant un peu l'échelle de la production, donc avec une presse hydraulique, dont on peut voir ici un premier modèle, mais qui a été amélioré par la suite. Voilà, sous cette forme-là. Donc l'idée, en fait, c'était de proposer un peu une porte d'entrée à l'utilisation du matériau de la terre dans les projets contemporains. Avec bien sûr l'objectif de sortir de la dépendance des énergies fossiles, notamment. Et puis, donc c'était en quelque sorte une solution un peu hybride entre les techniques traditionnelles
qui sont très anciennes, l'adobe, le pisé, etc. Et puis la façon actuelle de construire qui consiste à utiliser des matériaux préfabriqués. Donc l'idée, c'était un peu de pouvoir proposer cette transition. Voilà, ça c'est le premier stock de blocs de terre. Euh, donc schématiquement, en fait, ce qui a été fait dans l'usine, c'est ce que vous voyez en gris, c'était la production initiale de l'usine, originale de l'usine. Donc c'était comme toutes les sablières, en fait. Donc on prend de la terre, on la tamise pour récupérer la pierre qu'on va concasser pour faire des graviers, des sables concassés. Et puis, on va laver le reste pour produire du sable lavé et rejeter de l'argile comme déchet. Donc, pour produire notamment des agglomérés de ciment. La partie qui est sur fond marron, c'est ce qui a été rajouté avec la ligne de production des blocs de terre. Donc, il s'agit de récupérer l'argile qui est considérée comme un déchet, de recomposer une terre en fait en la remélangeant en mélangeant cette argile avec du sable, de malaxer et de presser pour obtenir des blocs de terre qui vont être, contrairement aux matériaux conventionnels, entièrement recyclables, dans la mesure où il n'y a pas de ciment ou de liant chimique dans les blocs. Donc par la suite, j'ai poursuivi l'expérimentation à travers un chantier. Donc, pour pouvoir démontrer le potentiel des blocs de terre dans l'architecture contemporaine. Donc là, l'idée, c'était de montrer concrètement qu'on peut construire des murs porteurs sans recourir au béton armé. Alors, en l'occurrence, ce sont des murs porteurs en blocs de terre, même s'il y a une partie enfin, les dalles ont été faites en béton armé, mais l'idée, c'était vraiment de montrer voilà, que le bloc de terre est un matériau porteur. Voilà, et sans qu'il soit forcément stabilisé aussi. Donc, alors je passe au documentaire donc, qui a été fait en 2021. Donc, avec mes camarades Antoine Basile et Ulysse Rousselet de donc, l'atelier Géminé. Et donc, en fait, dans ce documentaire-là, on a fait un parcours, notamment dans le Haut-Atlas, pour filmer à la fois le patrimoine, essayer de montrer des belles images du patrimoine de construction en terre qui est très fascinant dans le territoire marocain, et puis aussi de rencontrer des gens, de leur parler, donc surtout des spécialistes, des architectes, des entrepreneurs, et bien sûr les artisans, comme on le voit ici sur cette image, qui sont des acteurs contemporains. Donc, pour ne pas véhiculer cette image que le patrimoine, c'est seulement le passé, mais pour montrer ce qui se fait actuellement sur le terrain. Voilà. Alors, depuis quelques mois, je suis membre de l'association de l'ABINA pour l'architecture durable. C'est une association qui a été créée en 2017, qui regroupe des chercheurs et professionnels engagés pour la cause environnementale et patrimoniale. Donc, l'idée de l'association, c'est vraiment de promouvoir le patrimoine, non pas comme quelque chose qui est figé dans le passé, mais comme source très importante du savoir actuel dans la construction. Surtout quand on connaît les enjeux les enjeux écologiques de grande échelle auxquels on est confronté aujourd'hui. On sait de toute façon que c'est le patrimoine qui constitue l'alternative principale dans notre façon de construire. Donc, l'objectif de l'association, essentiellement, c'est de développer et vulgariser les cultures architecturales constructives locales et de promouvoir l'usage des matériaux de construction locaux et naturels. Alors, ça se traduit à travers plusieurs missions. La recherche scientifique, l'étude, le développement de solutions liées à l'architecture, au patrimoine et à l'artisanat durable, le montage et la conception de projets bâtis innovants et durables. Donc, encore une fois, on est vraiment dans le concret, dans le contemporain. Et puis, l'accompagnement des organismes, des institutions et acteurs territoriaux pour développer les cadres normatifs.
et opérationnels dans le domaine de l'architecture durable. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de travail à faire dans ce sens-là. Donc, tout ce qui est normatif, évidemment, ça fait partie des choses qui ralentissent un peu le développement de la construction en terre en comparaison avec les autres filières de la construction qui sont établies, donc notamment à travers les normes, etc. Donc, l'association, elle a des activités dans ce sens, donc de pouvoir assister, collaborer avec les organismes gouvernementaux pour proposer des améliorations des normes, notamment sur la construction en terre. Et puis, donc, l'accompagnement et l'assistance à la maîtrise d'œuvre pour des projets liés à la réhabilitation du patrimoine bâti. Alors, actuellement, donc, ce qui s'est passé après le séisme, en fait, c'est que les projets qui étaient portés par l'association ont pris d'un seul coup encore plus de sens, parce qu'on avait notamment ce projet de faire un centre de formation à la construction en matériaux locaux. Et donc, là, actuellement, il y a pas mal de gens qui ont rejoint l'association pour contribuer dans ce sens-là. Donc, les projets qui sont en cours en ce moment, c'est l'établissement d'un guide simplifié pour l'autoconstruction assistée en matériaux locaux, le montage d'un centre de formation, comme j'ai dit, donc, pour les MELM, campagne de sensibilisation aux techniques parasismiques en matériaux locaux, vidéos, podcasts. Donc, on parlait tout à l'heure, et c'était très intéressant, on parlait des guides, des manuels en fait pour aider à la reconstruction. Et puis, donc, finalement, l'amélioration du guide de l'éco-construction marocain qui a déjà été produit par l'association, mais qui doit encore être amélioré, et donc pour le diffuser à plus grande échelle. Voilà. Alors, j'avais quelques images. Peut-être que je peux les montrer après, mais concernant donc les quelques visites que j'ai pu faire de pré-diagnostic dans certains villages qui ont été touchés par le séisme. Tu peux nous les montrer maintenant, hein. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, donc ça, c'est un village qui se trouve dans la vallée de l'Ourika, qui s'appelle Agard. Donc, nous avons visité quelques jours après le séisme, enfin, une dizaine de jours après le séisme. Et donc, ce qu'on voit, c'est assez représentatif en fait de pas mal de villages de campagne marocaine. C'est qu'on a une base qui est construite en pierre, en pisé, donc maçonnerie de pierre et pisé essentiellement. Et puis, on a comme ça des ajouts qui viennent se greffer, donc en béton armé, en agglo, qui sont souvent faits de manière, enfin, qui sont faits à la va-vite, donc sans respect de règles ou quoi que ce soit. Et donc, c'est un peu cette image-là qu'on trouve dans plusieurs villages. Euh, alors, les dégâts qui ont été faits par le séisme, essentiellement, euh, alors, juste à première vue, je voulais montrer une image, voilà. Typiquement, ce qu'on trouve dans les douars, c'est une désolidarisation des murs. Donc, les angles des murs sont complètement ouverts, en l'occurrence dans ce village-là, ce qui fait qu'on perd complètement la stabilité du bâtiment et que c'est assez délicat de réparer, en fait. On ne sait pas si... Enfin, bien sûr, c'est au cas par cas, mais très souvent, c'est plus logique de tout déconstruire et reconstruire quand il s'agit de ce type de dégâts. Mais en tout cas, voilà, c'était juste une petite visite qu'on a pu faire. Alors, actuellement au Maroc, il y a énormément de diagnostics qui sont en train d'être menés. Alors, le problème qui s'est posé au début, c'est un peu la question de la centralisation des résultats de ces diagnostics. C'est-à-dire que ça a été fait un peu de façon isolée. En fait, il y a pas mal d'architectes qui sont partis de façon indépendante.
Euh, D'un autre côté, il y a eu les associations comme l'association Labina, mais plein d'autres, des associations de villages qui ont mené leurs actions en parallèle. Et puis, bien sûr, il y a l'action de l'ordre des architectes. On a rencontré un problème d'uniformisation de la méthode qui n'était pas, enfin, sur laquelle on n'était pas, enfin, tout le monde n'était pas d'accord. Puis après, ça s'est arrangé petit à petit. Mais voilà, c'est vrai que pour agir un peu dans l'urgence comme ça, c'est difficile de s'organiser, surtout à grande échelle. Euh, voilà. Donc oui, aujourd'hui, le défi de la reconstruction, essentiellement, ça va être celui de la formation. C'est-à-dire que on est dans une situation où il faudra reconstruire enfin, des dizaines de milliers de maisons dans des territoires particuliers avec leurs spécificités où il y a absolument, enfin, on peut pas faire de généralisation. Il y a tellement de différences, de spécificités entre les villages. Donc, nous, ce qu'on pense, surtout dans l'association, c'est qu'il faudra, le point important, c'est de former les malmines, c'est-à-dire de proposer donc un centre de formation, de ramener des gens des villages qui sont aptes à reconstruire et de les former à la bonne utilisation des pratiques, enfin la bonne utilisation des matériaux locaux. Donc pas seulement dans l'unique but de reconstruire, mais même sur le long terme, avec une vision long terme, c'est-à-dire dans l'idée de développer la construction en matériaux locaux à l'échelle nationale. Voilà. Je ne sais pas si... donc je pense qu'on peut passer à la présentation suivante et puis ouvrir la discussion. Donc ça serait un plaisir de rejoindre la discussion plus tard. Merci beaucoup, Mamoun. C'était très Merci. intéressant et d'avoir partagé aussi les photos de diagnostic avec nous. Donc, en effet, on va ouvrir le débat après l'intervention de Philippe. Donc, Philippe Garnier, je vous remercie de nous avoir rejoints. Je vous ai présenté au début de la session, mais je vous propose de vous représenter de nouveau rapidement et voilà, je vous laisse la parole. D'accord. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, très bien. J'avais une grande crainte. Bon, d'abord, merci pour l'invitation. Merci aux intervenants précédents et en particulier Mamoun qui a montré de premières images effectivement de l'impact du séisme sur cette zone-là au Maroc. Je ne vais pas faire très long pour me présenter. Bon, moi, je suis un ancien étudiant de l'école d'architecture de Grenoble, donc j'ai baigné dans l'univers de la construction en terre avec Hugo Houben, Patrice Doat qui sont les fondateurs. Et si Cratère existe, c'est parce que, en particulier, l'un et l'autre ont eu la chance et le privilège de voyager aussi au Maroc dans leur périple pour découvrir un matériau qui est universel. Donc, je ne veux pas dire que c'est un retour aux sources, mais quasiment. Bon, par ailleurs, moi, j'ai eu aussi l'opportunité de m'y déplacer à plusieurs reprises, dont notamment en 2005 et en 2006, suite au séisme d'Alocema qui avait eu lieu en 2004 et à la demande du ministère de l'Équipement à l'époque sur un travail préparatoire à l'évolution de la norme parasismique, parce que celle-ci, après Alocema, devait s'étendre à l'ensemble du pays, c'est-à-dire couvrir les zones rurales où on trouve encore énormément de constructions en terre, mais comme on l'a vu avec des choses, des phénomènes d'hybridation, pour faire court, etc. Alors moi, je suis au Cratère depuis 1991, après avoir été étudiant à l'école d'architecture de Grenoble, où je travaille plutôt sur effectivement cette question d'habitat, mais au sens très large du terme. Hein. Il ne s'agit pas simplement j'allais dire, de l'architecture, mais tout ce que ça signifie derrière d'habiter un territoire, de voir comment tirer le meilleur parti des ressources. Et c'est pour ça que je rejoins certains ou certaines des interventions précédentes, à savoir que le patrimoine, c'est une ressource formidable pour l'innovation. C'est pas simplement effectivement muséifier. C'est aussi des choses qui ont été en permanente évolution.
et qu'on retrouve un peu partout. Il y a le patrimoine et aussi, je voudrais insister beaucoup sur la question des savoirs locaux, notamment détenus par les Malem, donc duquel, entre autres, c'est un élément extrêmement important de la connaissance du territoire, c'est de savoir ce qui existe déjà au préalable, même dans des lieux qu'on considère très vulnérables, avec des populations qui auraient absolument rien, avec une vision et un regard un peu caricatural du monde occidental, et en fait des populations qui arrivent à tirer parti, si tant est qu'elles ont encore ce lien avec leur territoire de ce qu'elles peuvent avoir. Ceci dit, le changement climatique est un vrai défi, puisqu'il y a des choses qui disparaissent, les ressources en bois, la globalisation font aussi que la ressource en bois qui peut être existante n'est plus accessible aux populations locales, etc., etc. Pour ma part, j'ai commencé à travailler sur la question sismique en 2004, suite au séisme de Bam en Iran, où on a considéré qu'il y avait eu 30 000 morts à cause de l'architecture de terre. Et suite à mon déplacement sur place et les projets qu'on a enchaînés ensuite avec nos partenaires iraniens, ce qui tue, ce n'est pas le matériau, ce qui tue, c'est les malfaçons. Et là, en l'occurrence, la citadelle de Bam avait été abandonnée depuis 150 ans par sa population, et c'est la ville contemporaine qui a tué. On pourrait dire la même chose avec Haïti. Donc, j'ai mis ensemble quelques diapositives et voudrais bien m'en excuser. J'ai été très pris ces derniers jours par une autre conférence, donc j'ai assemblé des choses qui sont, y compris en anglais, mais je vous les ferai en français, et qui me semblent assez parlantes sur le sujet. Et puis quelques photos d'un retour de mission, justement, de l'un de mes collègues qui était là-bas sur place, qui complète un petit peu ce que Mamoun a déjà présenté. Voilà, quoi. Donc, je ne vais pas présenter ça sous forme de cours, donc je vais peut-être sauter rapidement certaines choses, mais il me semble qu'il y a des choses assez importantes à rappeler par rapport à la question sismique et par rapport aux matériaux locaux. Alors, j'essaie déjà de me débrouiller avec Tim, qui n'est pas du tout dans mes habitudes. Donc, je m'excuse par avance si je commets quelques impairs de manipulation d'écran. Il faut que j'arrive à mettre mon PowerPoint en partage d'écran. Plus j'avance avec l'âge et moins je suis bon avec les outils informatiques. Voilà, je crois que c'est bon. Partager. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est parfait, on est dessus. Magnifique. Vous avez la première page du PowerPoint ou pas? Maroc, post-séisme, ouais, c'est la première page, il me semble. Ok, d'accord. Bon, alors on passe à la deuxième. Juste pour vous dire déjà qu'il y a une concomitance entre l'architecture de terre et les zones sismiques, hein. On retrouve dans énormément d'endroits à travers le monde où il y avait une prédominance, où il y a encore une prédominance de l'architecture de terre. On retrouve les fameuses zones sismiques, donc je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Zone sismique, ça veut dire aussi des typologies de situations en termes sismiques, hein, qui sont un peu différentes. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais je reviendrai un peu plus tard. Ce qui fait que de facto, on peut facilement imaginer que les bâtisseurs, depuis très longtemps, qui ont été confrontés à ces questions-là, de résistance des ouvrages à des sollicitations dynamiques, hein, du fait des séismes, ont essayé de prendre en compte cette question cette question sismique. Donc, on va retrouver dans le patrimoine, dans des temps très reculés ici, dans des civilisations précolombiennes, notamment sur le Pérou, sur le site de Caral, des dispositifs constructifs qui sont dédiés spécifiquement à faire en sorte que le bâtiment va se comporter d'une façon, je ne veux pas dire optimale, mais en tout cas va éviter qu'il s'effondre sur lui-même et qu'il tue les gens. Donc, c'est des systèmes de gabions, je ne rentre pas dans le détail. Mais peut-être encore des choses bien plus importantes. Si aujourd'hui, je dirais que la question sismique est assez bien maîtrisée par les tenants je dirais, de l'industrie du béton, etc., c'est principalement au niveau de l'unité du bâtiment. Or, la civilisation minoenne, hein, qui était en Crète à l'âge du bronze, il y a de ça quasiment 4000 ans, elle réfléchissait au séisme en termes urbains, avec des dispositifs particuliers, non seulement au niveau des bâtiments, mais y compris ce qu'on appelle des bâtiments fusibles dans les angles des îlots. Les archéologues qui ont découvert ça s'interrogeaient sur
la signification de ces ouvrages dans les îlots, aux angles des îlots, qui étaient des pièces sans fenêtre et sans porte, auxquelles on ne pouvait pas avoir accès. Et en fait, ils avaient compris que le séisme, il transmet une énergie qu'il faut qu'elle soit dissipée d'une manière ou une autre, ou transmise à un autre élément, un bâtiment, et que les bâtiments qui encaissaient le plus, c'était ceux qui étaient aux angles. Donc, ces bâtiments-là, on savait qu'ils allaient casser, mais ça permettait de dissiper l'énergie transmise par le séisme et d'éviter que des zones d'habitation s'effondrent. Un peu plus tard en Europe, Lisbonne, par exemple. Excusez-moi, Oui. est-ce que vous bougez votre PowerPoint? Parce qu'en fait, nous, c'est encore bloqué sur la première image. Ah, Oui. je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi moi je bouge? Ah, Ah, Alors, est-ce que ça a bougé là ou pas? non. non, je pense que vous devez quitter le plein écran et Je revenir. viens de le quitter. Ah, là, Ah, ça bouge, mais ça bouge Ouais. pas en présentation, mais sur le PowerPoint directement. Ouais, donc je vais être obligé de le passer manuellement comme ça. Ouais, Oui. Là, c'est très vous bien. avez une autre dia. Elle n'est pas de pleine page, mais ça vous va? Ouais, c'est Oui, très bien, c'est très bien. Je vais faire ça déjà. Et je vais réduire ça. Voilà. Désolé pour. Donc là, c'était la fameuse carte où il y a concomitance architecture de terre et zone sismique. Ça, c'est effectivement le site de Caral, site archéologique, où on voit dans les deux diapositives, enfin les deux photos qui sont en bas à droite, des systèmes de gabions qui permettaient d'atténuer la transmission de l'énergie vers le bâtiment ou au pied du bâtiment et faire en sorte que le bâtiment avait une meilleure performance. Donc là, on est quand même dans des âges assez reculés. Hein. Par rapport à nous, on est à 4500, en gros, enfin 4600 ans, on va dire. Ici, un autre exemple. Alors, j'ai oublié de circuler comme ça. Donc, ce que je vous faisais part des travaux, notamment du docteur Poursoulis, qui est archéosismologue sur l'île de Crète de la civilisation minoenne, ou dans les relevés des zones urbaines, des bâtiments sans fenêtres et sans portes qui étaient dédiés à concentrer l'énergie sismique et à tout simplement être détruits comme des fusibles hein, qui cassent. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on est capable de calculer, c'est bon, vous voyez la suivante, là, j'espère, on est capable de calculer pour ce qui est un bâtiment, hein, sans aucun problème, mais par contre, on a encore beaucoup de mal à voir les interactions dans un îlot, comment ça se passe, et encore plus au niveau patrimoine. Donc, plus récemment en Europe, lors du grand séisme de Lisbonne de 1755, en fait, le marquis de Pombaline s'est inspiré, alors c'est là où on est en train de se poser des questions, il s'est inspiré ce qu'il a appelé des systèmes de colombage à la française pour reconstruire la partie centrale de Lisbonne après le séisme. Or, il n'y a pas eu de séisme en France hexagonale, métropolitaine à cette époque-là. Donc, moi, je fais l'hypothèse qu'il s'est inspiré du séisme de Bâle en Suisse, qui avait eu lieu une vingtaine d'années avant, où les maisons en torchis et en colombage avaient bien résisté au séisme. Mais le nom générique, probablement, de la technique, c'était colombage français. Donc, voilà. Et je vous montre ça parce que c'est quelque chose qu'on a réutilisé, nous, récemment, dans le cadre de la reconstruction en Haïti, pour voir qu'effectivement, c'est une source d'inspiration. En Italie, je ne sais pas si encore notre collègue italienne est là, mais Casa Baracata, qui est aussi de la même forme d'inspiration. Si on passe à BAM et à cette citadelle, ça c'est une image un peu idéalisée de la citadelle de BAM avant le séisme, mais vous voyez déjà au premier plan, en fait, vous avez affaire qu'à des ruines. C'est une ville enfin une citadelle qui avait été abandonnée par sa population, reprise d'abord par l'armée dans sa partie centrale pour en faire un casernement, et puis ensuite transmise à l'Institut du patrimoine, qui avait commencé à faire des travaux d'embellissement. L'Institut du patrimoine étant l'Institut du patrimoine et du tourisme. Donc aussi une attraction touristique. Donc on essaye d'enjoliver, entre guillemets, d'interpréter certaines choses, mais on ne réfléchit pas trop aux problèmes structurels. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas pouvoir la montrer, celle-ci. Bon, je vais vous la faire manuellement. Non, ben, je ne l'ai pas derrière. Dommage. Bon, vous avez probablement vu des photos de la destruction de la citadelle, effectivement, qui a été absolument endommagée.
BAM, en fait, vous avez une photo aérienne, donc c'est la ville que vous avez ici. Vous avez la ville de Baravat, et la ligne bleue qui est visible, enfin pas en tant que bleu, hein, c'est évidemment un ajout pour la dia, ça illustre la faille. Sans cette faille, il n'y aurait pas la ville de BAM. Cette faille permet à la nappe phréatique d'être à une hauteur suffisante pour être captée pour faire une ville. On est en plein désert, en pleine zone désertique, et donc l'option qui avait été imaginée par les autorités iraniennes de déplacer la ville, c'était pas prendre en compte qu'on habite un territoire parce qu'il y a des conditions qui sont favorables, l'accès à l'eau, la capacité de produire des aliments, le fait de pouvoir faire des commerces. Là, on est sur une des routes de la soie. Donc BAM a été effectivement très lourdement endommagé, mais surtout, au-delà de la citadelle elle-même, les 30 000 morts sont morts dans la ville, avec encore quelques bâtiments en terre, mais très très peu, la ville ayant connu une très grosse modification au cours des 30 dernières années avant la catastrophe. Le travail qui a été fait à cette époque par notre équipe, ça a été de faire un état des lieux de la bibliographie qui existait sur l'architecture de terre et questions sismiques, de savoir qui travaillait sur ces sujets. Donc, principalement, là, on l'a fait sur la base du travail qui a été fait par la Getty Conservation Institute, qui était suite au séisme qui avait eu lieu aux États-Unis et qui avait affecté un certain nombre d'ouvrages en adobe. Et puis notamment tous les travaux qui avaient été faits par l'Université catholique de Lima, qui travaille beaucoup sur ces questions-là, qui dispose d'une table vibrante, etc., etc. Et puis de voir si on pouvait effectivement essayer de travailler avec les matériaux locaux à nouveau, mais en proposant des systèmes de renforcement avec plutôt des bambous, on va dire, ou des fibres qui étaient disponibles au niveau local. Et tout ça en travaillant d'entrée de jeu, non seulement avec les partenaires du patrimoine, mais aussi ce qu'on pourrait appeler l'équivalent des Malem, à savoir les maîtres maçons iraniens, qui étaient dépositaires encore de savoir, mais qui étaient très âgés, parce que effectivement, ces systèmes constructifs avaient quand même été abandonnés depuis relativement longtemps, en tout cas sur les zones urbaines. Donc de sauver les savoirs locaux à travers non seulement les bâtiments, mais aussi tout ce qui a pu être le savoir de ces maçons est extrêmement important. Tout ça, ça nous a permis un petit peu d'ouvrir les yeux au niveau de cratère, parce que nous, on était convaincus qu'on ne pouvait pas construire en matériaux locaux en zone sismique et construire parasismique ou parasinistre. Et en fait, de s'apercevoir que dans bon nombre d'endroits à travers le monde, ici, il y a un exemple sur l'Ouzbékistan, qui a eu des dispositifs constructifs qui ont été en terre. Ici, c'est encore à nouveau de l'adobe, de la pierre, du bois, mais où on a ce qu'on appelle des bandes sismiques, qui sont des éléments, non pas de chaînage périphérique, parce qu'il y a une discontinuité au niveau des ouvertures, mais qui permettent tous les 60 ou 80 cm d'éviter que les fissurations remontent à la verticale et font que les murs s'effondrent, et surtout d'étendre les zones de friction pour la dissipation de l'énergie. Alors, ensuite, la même chose qu'on a découvert au Népal. Vous avez une illustration des deux photos qui sont sur la gauche, qui concernent en fait de la maçonnerie en pierre avec des bandes sismiques en pierre. Donc, c'est ces longues pierres. Elles sont très difficiles à trouver, il faut aller les chercher loin. Et ça permet, comme vous voyez, ce bâtiment a été affecté par le séisme de 2015. Et seul le mur pignon ici, avec cette bâche jaune là, qui est sous ma flèche, que j'espère que vous voyez, s'est effondré, mais le bâtiment a eu une bonne tenue au séisme. Et puis d'autres bâtiments traditionnels avec des bandes sismiques. Ce qui nous a permis de développer des approches remettant au goût du jour pour cette partie du monde avec ces systèmes constructifs, des propositions de reconstruction avec les matériaux locaux. Là, on est dans un système qui est pas applicable en tant que tel, j'allais dire, pour le Maroc, mais c'est les mêmes problématiques. On est dans des zones très isolées, en montagne, à 2500 mètres d'altitude. Il n'y a pas de moyen de transport. Même transporter un sac de ciment, ça peut être pas évident. Donc, si on en transporte, il faut en transporter le moins possible, et il faut les dédier à des choses pour lesquelles le ciment est utile, et pas à des choses pour lesquelles le ciment est du gaspillage. Voilà. Alors, ensuite, j'essaye d'aller assez vite pour pouvoir avoir le temps de discuter. Bon, ça, c'est quelques images
du séisme récent de Turquie, hein, avec sur une mosquée notamment, ce que je vous expliquais, ces fameuses bandes sismiques. Bon, le minaret, certes, s'est effondré, mais parce qu'on a une différence d'élancement et de volume, etc. Mais le bâtiment en lui-même s'est bien comporté, hein. Là, on arrive au Maroc. Donc, ce sont des photos qui datent de 2004, du séisme d'Al Hoceima. Et donc, à cette époque-là, on avait été sollicité par le ministère d'équipement pour réfléchir avec d'autres, hein. Il y avait notamment la Getty Conservation Institute des États-Unis, il y avait l'Université catholique de Lima qui était présente aussi, il y avait les Néo-Zélandais, etc., pour voir comment le Maroc pouvait réviser ces normes en intégrant l'architecture de terre. Donc, avec l'idée d'essayer d'identifier les différentes typologies existantes. Hein, on a du pisé, on a de l'adobe, mais y compris quand on parle de pisé ou d'adobe, il y a des grandes variations. Et puis, l'un des problèmes auxquels on s'était heurté, il y avait deux problèmes, hein, je vais être assez franc, mais qui sont des problèmes qu'on rencontre partout, hein. Le premier, c'est l'accès à la zone qui avait été affectée, à l'OCEMA. Je l'ai un peu expliqué quand j'ai eu des discussions avec l'ABINA, c'est-à-dire que quand les gens sont affectés par un séisme, tout le monde a envie d'aider. Donc, il y a plein de gens qui se déplacent sur place, qui enquêtent et qui, même s'ils ont le cœur sur la main, et c'est 99% du temps le cas, laissent à penser qu'ils vont pouvoir fournir une réponse immédiate aux populations. Et à force de voir passer du monde et d'avoir des promesses, les gens s'énervent et donc ils veulent plus voir personne, sauf des gens qui viennent les aider à reconstruire. Donc on n'avait pas pu, enfin en tout cas les représentants du ministère de l'équipement n'avaient plus la possibilité d'aller sur place. Donc on n'a pas pu faire de relevés d'enquêtes sur ces zones-là. On a fait des enquêtes sur Azilal, sur Erachidia, Taroudan, et ensuite on a remis un rapport sur les différentes typologies d'architecture de terre, que ce soit d'Exar, d'Edouard, etc., mais qui n'ont pas forcément été repris en tant que tels dans les normes. Moi, j'avais recommandé à l'époque impérativement qu'on ait les MALEM dans le comité d'élaboration des normes, puisque ce sont eux qui construisent, en tout cas en zone rurale. Donc, mais on aurait eu le même problème en France, hein, faire venir des maçons autour d'un comité de normalisation, c'est des choses qui n'existent pas. Mais si on veut penser communication, justement, j'ai demandé la norme, elle est faite par des ingénieurs, même les architectes ne sont pas forcément en capacité de les lire. La langue, c'est généralement en langue française, ou même si c'est l'arabe, il faut avoir la capacité de lire la langue et de lire tout simplement. Et puis ensuite, effectivement, si c'est une langue très locale, il faut avoir d'autres types de supports. Donc, on rejoint des questions qui ont déjà été évoquées. Bon, à l'époque, c'est un petit peu déjà ce qu'on trouvait, mais je pense que ça rejoint. Ça, c'est une photo de l'époque, hein, 2005 ou 2006. Donc, ces phénomènes d'hybridation entre le pisé, où on vient ensuite tailler dans le pisé pour mettre des poteaux qui sont des poteaux en béton armé, mais qui ne sont pas ancrés dans les fondations. Donc, dès que ça va bouger, ça va effectivement être des vrais points de faiblesse, etc. Je ne rentre pas trop dans les détails. Là, c'est quelques photos, effectivement, qui rejoignent un petit peu ce que Mamoun, tu nous as montré sur des douars. C'est des photos actuelles, hein, ramenées par mon collègue Olivier Moll, qui était en mission avec la Fondation de France et l'AFD. Et je rejoins ce que tu disais, hein, sur voilà, des endommagements de différentes natures. Alors, pareil, autre chose, quand on fait le diagnostic, moi qui ai beaucoup l'habitude à la fois des questions sismiques et des questions d'architecture de terre, alors, je n'ai qu'une photo, hein, je ne suis pas sur place, hein, mais ça, c'est considéré comme parasismique. Dans l'habitat, ce qui est parasismique, c'est ce qui ne tue pas. Et c'est normal qu'un bâtiment fissure parce qu'il fissure pour dissiper l'énergie qui lui a été transmise. Donc, il faut impérativement, pour l'habitat, éviter l'effondrement des structures qui tuent les gens ou qui les blessent, mais parce que c'est une catégorie, l'exigence de performance, c'est celui-ci. C'est la définition même du génie parasismique. Évidemment, je ne parle pas d'école. Les écoles, le niveau de performance doit être supérieur. Les hôpitaux, ça doit être encore supérieur. Il y aura continuité du service. Et je ne parle pas, y compris des bâtiments hors catégorie, centrales nucléaires,
bâtiments de production chimique, etc., etc. Donc, pour l'habitat, ce qui veut dire que c'est peut-être dur à comprendre, mais quelqu'un qui voit ça peut dire oui, ça ne marche pas. Oui, si on a une vision purement, j'allais dire, structurelle et de l'endommagement du bâtiment. Mais pour l'objectif de génie parasismique, ça fonctionne, ça répond aux objectifs. Évidemment, il va falloir refaire. Il va falloir soit démonter, d'abord être en capacité de faire un vrai diagnostic, ce qui n'est pas forcément évident. Quelqu'un qui qui vient juste d'être formé à l'université, qui va sur le terrain, là, il va dire ça ne marche pas. Donc, il y a aussi cette capacité de faire le diagnostic et qui va dépendre aussi du diagnostiqueur et de son expérience et de ses connaissances. Bon, là, il n'y a pas photo. Hein. Là, par contre, c'est un bâtiment qui est en béton. Mais ce n'est pas le béton qui a tué, c'est le fait qu'on n'ait pas fait en béton parasismique, ou bien, autre chose que je vais rajouter et sur lequel je vais probablement finir ma présentation, c'est qu'il n'y a pas que le bâtiment qui compte, il y a là où il est installé. Parce qu'on a affaire à des effets de site et des effets topographiques qui vont amplifier ou au contraire atténuer les ondes sismiques. Donc, le choix du lieu, de la localisation, si on se place au sommet d'un petit monticule, effectivement, là, on a de la concentration d'énergie, on a un effet coup de fouet. Et même un bâtiment qui est en béton, bon, là, c'est des aciers doux, on le voit, ça n'a pas été conçu pour, il tombe. Alors, autre élément extrêmement important, je l'ai déjà un peu dit par rapport au Népal, mais je crois que ça a déjà été évoqué, c'est la question de l'accessibilité aux douars. Imaginez qu'on va avoir des camions qui vont transporter des matériaux qui viennent de la ville. Même si on arrive à faire passer les camions, on défonce les routes. Et donc, ça veut dire on rompt le flux, les chemins, on les endommage, et ça veut dire que ça va aller au détriment des populations à un moment ou à un autre. Donc, il faut vraiment réfléchir de manière territoriale, j'allais dire, sur ces questions-là. Bon, d'autres photos, je passe. Voilà. Alors, l'un des enjeux, enfin, l'une des grosses questions, hein, c'est l'arrivée de l'hiver. Quelle solution intermédiaire parce qu'on a effectivement la phase immédiate, c'est celle de l'urgence. Il faut mettre en sécurité les populations. On a une sorte de phase de post-urgence qui fait qu'il faut qu'on prenne à court terme des décisions sur des solutions qui sont en même temps des solutions temporaires, mais qui ne le restent pas. Parce que dans beaucoup d'endroits, les solutions temporaires, 30, 40 ans après, enfin même on l'a expliqué là pour l'Italie, hein, l'Italie, c'est quand même un pays industrialisé. Mais si on va aux États-Unis voir ce qui s'est passé pour Katrina, c'est la même chose. Donc, il faut bien faire attention sur la manière d'intervenir, ne pas consommer tous les moyens, réfléchir à des solutions locales, comment les gens, déjà, ils se prennent en main, parce qu'ils sont certes traumatisés, hein, ça c'est clair, hein, subir un séisme, mais bien souvent, ils sont à l'origine de beaucoup de solutions. On estime, parce qu'on travaille beaucoup avec les humanitaires, que 80% de la reconstruction sous une forme ou une autre est le fait des populations. Quel que soit le niveau d'aide nationale ou internationale, l'aide internationale et nationale représente que 20%, et dans la plupart des cas, c'est 80% par les populations. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on travaille sur des solutions locales. Il faut qu'on accompagne ces dynamiques locales. Bon, là, je vous parlais d'effets de site, effets topographiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous trouverez ça sur pas mal de choses. Donc, vous avez la faille, l'épicentre, et puis tout ça, ça se propage sous forme d'ondes et d'énergie qui sont transmises. Et il y a des endroits, effectivement, on peut avoir des endroits qui sont peu endommagés à distance, pas trop lointaine, et à nouveau des choses qui sont endommagées plus loin. Ce qui explique parfois qu'on se pose des questions sur pourquoi ce douar qui est placé plus proche de l'épicentre a pu mieux résister, et puis l'autre qui est plus loin a moins bien résisté. Donc ça, c'est lié effectivement aux effets de site et effets topographiques, qui génèrent un certain nombre d'éléments, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui peut aller jusqu'à ce genre de situation avec des phénomènes de liquéfaction, comme ici au Japon, où des bâtiments entiers se couchent parce que le sol n'est plus en capacité de porter. C'est-à-dire qu'on a fait vibrer le sol et puis il devient quasiment liquide. Voilà. Alors, les enjeux, effectivement, enfin là, je vais passer sur un des gros projets qu'on a fait, c'est celui d'Haïti, mais très rapidement, hein, pour ne pas prendre trop de temps. C'est la reconstruction à un coût abordable de milliers de bâtiments. Enfin, là, Haïti, on avait quand même 230 000 morts et j'ai plus en tête les chiffres
qui était affolant, quoi. C'était plusieurs centaines de milliers de constructions à faire, avec des variations entre l'urbain. On sait, y compris, moi j'ai vu un rapport sur Marrakech. Marrakech a été, entre guillemets, moins touché, mais certains bâtiments, comme des hôtels, ont eu des atteintes structurelles qui sont en train d'être pris en compte. Donc, oui, il faut réfléchir, à mon sens, pour ce qui nous concerne le plus, en tout cas ce qui est souhaitable pour les douars, d'essayer de voir comment améliorer la situation en partant de ce qui est local. Donc là, vous avez aussi sous les photos, là, c'est reconstruction ou réparation. Donc, effectivement, quand les bâtiments sont trop endommagés, il faut reconstruire, mais parfois, c'est de la réparation. Et ce n'est pas les mêmes coûts. Ici, sur Haïti, le rapport était de 1 à 6. En gros, c'était 500 $ pour les réparations par famille et en gros 3 000 pour les reconstructions. Donc pareil, quand on est arrivé à faire le diagnostic, vous avez deux photos, la diagonale qui est en haut à gauche, en bas à droite, c'est de l'habitat rural. Les évaluations disaient mais ça ne marche pas du tout, c'est catastrophique. Or, ces bâtiments, ils n'ont pas tué. Par contre, le bâtiment qui est en bas à gauche, il a tué, lui. Il est plutôt en centre urbain. Là, on est en zone rurale pour les deux photos en couleur. Et en fait, il y avait déjà donc un système qui n'était pas pensé parasismique, mais qui pouvait fonctionner, à partir duquel on pouvait faire des choses. Donc, voilà, il y a eu quelques recherches qui ont été faites, de l'expérimentation. On est dans la recherche-action au niveau du cratère, mais aussi de la recherche fondamentale. Donc, l'objectif, c'est de reconstruire un cadre bâti adapté et pérenne, favorable au développement et à la sécurité des Haïtiens. C'est-à-dire de penser ce qu'on appelle l'exit strategy. Si on fait quelque chose, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il n'y a plus l'aide extérieure? Alors, je ne parle pas forcément de l'aide extérieure au Maroc, mais même y compris si au niveau du Maroc, il y a des aides au niveau national qui descendent, entre guillemets, au niveau local. Qu'est-ce qui se passe quand l'aide s'arrête? Il faut impérativement que le processus puisse continuer. Pour que ce processus puisse continuer, il faut impérativement prendre en compte tout ce qui est au niveau local. Et donc, ça veut dire aussi s'interroger sur qui construit, comment sont organisées les populations. Qu'est-ce que ça veut dire qu'habiter? Est-ce que la priorité, c'est l'habitat ou est-ce que ça va être l'habitat plus autre chose? Là, dans les photos que j'ai vu quand même pas mal d'économie de l'agriculture avec des cheptels. Les animaux, probablement, ont besoin d'être protégés de l'hiver et que ça représente à la fois une source de revenus, mais de survie extrêmement importante. Donc, il y a des choses aussi, cette notion d'habitat, elle n'est pas la même d'un endroit à un autre. Et donc, c'est impérativement à prendre en compte. Voilà, alors nous, on a travaillé, effectivement, ça a été dit par les précédents intervenants, sur des systèmes d'enquête, sur un état des lieux de ce qui existait en termes de connaissances techniques et sociologiques. Ça, c'est pour Haïti, avec des repérages de typologie très particulières qui nous ont permis ensuite de développer des premiers prototypes avec les populations, les ONG locales, ce qu'on appelle les Community-Based Organizations. Ça s'est fait. Alors, Haïti, c'est, je ne sais plus qui parlait, c'est notre intervenante du Liban qui n'avait pas d'État au Liban, en tout cas que l'État s'occupait d'autre chose. Haïti, c'est pareil. Haïti, c'est l'absence totale d'aide gouvernementale, quoi. On était dans un pays qui était dans une fragilité absolue et donc ça pose des problèmes, mais ça a aussi facilité quelque part certains types de solutions innovantes. Donc, on voit là ici différents types de systèmes et on met à disposition ces premières démonstrations pour que les populations s'approprient véritablement les projets, et y compris quand elles disent non, c'est non. Donc, en l'occurrence, les torchis qu'on voit sur la photo du bas n'ont pas été acceptés pour différentes raisons. Je ne rentre pas dans le détail, mais par contre, plein d'autres choses ont été reprises. Alors, c'est la partie aussi scientifique qui a été amenée au projet, c'est-à-dire comment on arrive à modéliser un système constructif qui n'est pas du béton armé ou de l'acier. Et donc, on a travaillé avec le laboratoire 3SR de génie civil de l'Université Grenoble-Alpes, avec qui on travaille depuis très longtemps, pour donner des données aussi aux ingénieurs, pour que les ingénieurs valident le système. Ça, par contre, ça prend du temps. Les échelles de temporalité ne sont pas les mêmes. Il faut une thèse derrière, donc ça veut dire 4 ans, il faut faire des essais, il faut avoir accès à une table vibrante, etc. etc. Voilà, bon, c'est ces différents équipements qui ont été développés pour pouvoir travailler sur la cellule de base, donc cette ossature bois avec un contreventement, et puis ensuite essayer sur table vibrante qui ont pu être possibles
parce qu'on avait obtenu un appui de l'Agence nationale de la recherche française qui est venu en complément pour Haïti de l'aide fournie par les ONG internationales comme un de nos partenaires allemands, Misereor. Et effectivement, on l'a dit, hein, les manuels, la façon de transmettre les connaissances, les maquettes, beaucoup de travail sur le terrain. On a des personnes chez nous qui sont à la fois techniciens du bâtiment, maçons, et qui maîtrisent les savoirs. Il y a des référentiels de compétences aussi qui permettent de valider les savoirs des différentes personnes pour s'assurer qu'effectivement, il y a une bonne connaissance, une bonne appropriation des systèmes constructifs. Donc là, j'ai un collègue, Alexandre, qui est en train de faire de la sensibilisation et une formation au système constructif. Et puis ensuite, d'aller vers des infrastructures de formation plus importantes, soutenues notamment ici par les Nations Unies, où on intègre des composantes de formation au sein des formations techniques pour les artisans. On a obtenu la validation du système constructif par le ministère qui était en charge de la reconstruction des travaux publics. Et puis plus récemment, tout ce qui est système de formation a été validé par l'Institut national de la formation professionnelle haïtien. Donc ça facilite beaucoup les choses derrière, parce que les techniciens et les entrepreneurs haïtiens qui ont été formés, ils ont un savoir qui est reconnu et ils peuvent le monnayer. Et ils peuvent répondre à des contrats, à des appels d'offres. Mais tout ça, ça prend du temps, hein. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en 5 minutes. C'est un peu la difficulté de ces temporalités. Mais pour dire que si on s'y prend bien, ça peut, on aura des résultats. Oui, on en a, il y a des jalons, mais à long terme, c'est des résultats qui comptent. Donc avec différents types de construction, y compris en zone urbaine alors qu'on n'était pas présent. Et puis, on est passé à des échelles plus importantes, à la fois en termes de bâtiments. Ici, c'est une école. Alors effectivement, on n'est plus au même niveau de performance que celui de l'habitat. Mais aujourd'hui, c'est un projet qui fonctionne par lui-même. On est en train de travailler sur la partie bois, parce que le bois est un problème en Haïti. Donc, on est en train de travailler avec les organisations de l'agroforesterie. Mais ensuite, c'est les entrepreneurs haïtiens qui ont repris ça en main. Il y a 30 000 constructions qui ont été faites. Mais on a démarré en 2010, on est en 2023. Donc, on est en capacité avec les matériaux locaux, si jamais les choses si on crée les conditions, si les parties prenantes sont d'accord et savent s'y prendre, on peut aller relativement loin et avoir un impact. Mais ce n'est pas automatique. Derrière, on est allé au Népal et c'est beaucoup plus lent. Il y a un État qui est beaucoup plus présent. Il y a des catalogues de solutions qui sont faites et les conditions, paradoxalement, étaient plus favorables en Haïti que, par exemple, au Népal. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas dire qu'on a un modèle, il suffit de. Chaque pays a ses spécificités, hein. Voilà, je vais revenir sur le séisme d'Alocema. Donc ça, c'est un rapport, je le montre toujours. C'est un rapport fait par Madame Hayat Sabri, qui était la chef de la normalisation et des prescriptions de safety. J'ai du mal des fois à passer de l'anglais au français. Donc du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Et en fait, elle montre ici différents types de situations. Une situation urbaine en haut à gauche, où on a un bâtiment en béton qui est bien fait, qui a tenu, et à côté un bâtiment en béton qui n'est pas bien fait, qui s'est écroulé. Donc elle a un diagnostic qui est absolument correct et qui dit, bah voilà, quand c'est bien fait, ça tient, ou quand ça respecte les normes. Ça, c'est encore un petit peu autre chose qu'il faudra discuter. En zone rurale, la deuxième photo sur la droite, un bâtiment complètement détruit, ce qui est une réalité. Et puis, elle identifie, ce qui est très rare, des bâtiments en zone rurale, en terre et en pierre, qui ont fonctionné. D'habitude, ils sont invisibilisés. Et c'est l'une des toutes premières fois où j'ai vu quelqu'un dans un ministère relever qu'effectivement, ça peut marcher avec les matériaux. Mais ce n'est pas les matériaux locaux tout seuls, c'est les savoirs qui sont associés aux matériaux locaux. Donc ça me semble être des éléments extrêmement importants. Et le Maroc a, à mon sens, des connaissances très fortes dans le domaine de l'architecture de terre. Il y a énormément d'experts de niveau mondial, hein, je pourrais en citer un certain nombre. Je pense que les savoirs au niveau parasismique sont aussi assez développés, pratiquement, je pense, au même niveau que la France. Par contre, ce qui manque un peu actuellement, à mon sens, hein, l'analyse que j'en fais, c'est justement cette interface entre matériaux locaux, donc l'architecture de terre, et la question sismique qui ne sont pas encore suffisamment bien traitées. Donc, c'est peut-être là-dessus. Voilà.
Alors, je vais conclure avec cette dia, de bien avoir en tête que il faut raisonner typologie de situation plutôt que de raisonner, on va dire, c'est le Maroc, tout est pareil. Non, il y a une diversité de situations, y compris ça peut être changé d'un douar à un autre. Donc, il faut réfléchir aux questions humaines, aux questions territoriales et à la question des structures, qui construit, comment ça s'organise, etc., etc. Donc, toujours penser contextualisation et localisation. Dire se réinterroger par rapport à dans quel contexte on se situe et d'essayer de localiser les réponses le plus possible. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'amène pas de matériaux d'ailleurs. Hein. Je vais bien être clair. Hein. Si on a besoin et si c'est possible d'amener du ciment pour faire des bonnes fondations et que ça contribue, mais qu'on n'est pas obligé de tout faire. Bah oui, je ne suis pas contre. Enfin, je ne suis pas contre. Ce n'est pas moi qui décide en l'occurrence ici, mais dans les projets, on n'est pas fermé à des systèmes hybrides, mais le bon matériau au bon endroit. Arrêtons de gaspiller bêtement certains types de matériaux. Ensuite, il y a la question qui est un enjeu assez important, il y a la question des temporalités par rapport à la fois aux parties prenantes et aux objectifs qu'elles ont. C'est-à-dire que certains veulent absolument, on a eu le même cas, hein, je ne vais pas me faire taper les doigts par les autorités françaises, quand Macron annonce qu'on va reconstruire Notre-Dame qui a brûlé avant les Jeux Olympiques, je considère que c'est stupide. Hein. Je suis désolé de le dire comme ça crûment et pour lui et tout ça, mais parce que ça pose un tas de questions derrière. Alors qu'il y a une volonté de aller le plus vite possible et que c'est un bâtiment qui a une importance historique, patrimoniale, ok. Mais en fait, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte avant. Et en plus, là, ça nous permet de redécouvrir comment les bâtisseurs ont fait des choses. Et puis, la structure a été endommagée, il y a eu le feu. Bref, voilà. Donc, ça veut dire que les acteurs, ils n'ont pas forcément les mêmes temporalités. Des politiques peuvent décider il faut aller très vite. Et puis, en fait, d'aller très vite, c'est d'aller très mal. C'est-à-dire de faire des choses qui ne vont pas fonctionner. Il y en a qui veulent… voilà, donc c'est à prendre en compte. Et parmi aussi ces trois phases, hein, urgence, donc là, je pense que l'urgence est sous contrôle. La post-urgence, donc c'est un peu, à mon avis, l'hiver qui pose un vrai problème de comment… et pour les hommes, pour les bêtes aussi, probablement, hein, dans certains douars. Et puis la problématique de la reconstruction. Et je pense qu'il faut, pour ça, transformer la catastrophe en opportunité. C'est malheureux à dire, mais il faut le voir comme une opportunité pour accompagner les dynamiques locales et les parties prenantes locales. Il faudrait que ce qu'on a voulu en Haïti, c'est aussi qu'il y ait un maximum d'argent de l'aide qui puisse aller aux populations. C'est-à-dire on formait les gens et ensuite ils étaient payés pour faire quand ils avaient un niveau de qualification et tout ça. Et il y avait de la participation locale aussi, etc. Donc il faut vraiment une approche intégrée des risques. Et il y a peut-être d'autres risques qui existent qui sont aussi… la question qui s'était posée en Haïti, c'est j'avais envoyé dans le nord du pays une anthropologue pour dire quelle est la perception des risques à Cap-Haïtien, qui est la zone la plus dangereuse. Elle est bien plus dangereuse que Port-au-Prince. Il y a risque sismique, risque de tsunami, élévation du niveau de la mer, etc. Et en fait, les gens sont conscients. Mais le risque à eux, c'est leur risque quotidien. Et donc, dans la balance des choix qu'ils ont à faire, si le quotidien n'est pas satisfait, on a beaucoup de mal parce que là, ils se disent, bon, ok, il y a eu un séisme, mais le prochain, il est quand? On ne sait jamais. En fait, on est sur des périodes de retour de l'ordre de 1000 ans. J'ai discuté avec les sismologues, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un autre séisme de demain. Hein. Mais en tout cas, c'est sur ce type de faille qui est assez bien connu et étudié. Voilà, donc réintégrer ce risque sismique avec d'autres risques d'origine naturelle doit aussi prendre en compte les risques quotidiens des populations. Comment on arrive à assembler tout ça pour que le projet de reconstruction, ça soit le leur. Voilà, et donc, bon, j'ai abordé la question des supports de langue et de comment on échange. Voilà. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop péremptoire et trop rapide et tout ça. C'est juste j'allais dire presque des mots-clés, mais et je n'ai pas de solution non plus. Hein. J'ai des méthodes. Voilà, et qui doivent s'adapter et tout ça. Merci en tout cas. Merci à vous, Philippe. C'était vraiment passionnant. Je n'ai pas osé vous interrompre parce que justement, c'était très intéressant. Moi, j'ai beaucoup de questions, mais d'abord, je voudrais demander si
quelqu'un a une question, vous pouvez lever la main et prendre la parole. Alors, si personne veut se lancer, moi, je peux commencer. Donc, moi, j'ai trouvé très intéressant que vous reveniez sur les savoir-faire locaux. Justement, depuis tout à l'heure, on parle de former les habitants, former les gens. Et en effet, il y a des savoir-faire locaux existants. Et notamment, comme vous avez montré la carte avec la concomitance des zones sismiques et de la construction en terre, je pense que c'est un phénomène ancestral qu'on a intégré, en fait, une manière de construire qui tient compte des risques. Et justement, je voulais vous demander, est-ce que dans votre expérience en Iran ou ailleurs, est-ce que vous avez pu justement intégrer ces savoir-faire locaux, par exemple dans les guides dont on a parlé, ou d'une autre manière peut-être? Oui, alors le meilleur exemple, ce serait peut-être le Népal. Parce qu'effectivement, on connaissait ces bandes sismiques, hein, qui sont des pièces de bois qui sont introduites dans la maçonnerie à différents niveaux et de manière horizontale. Et il n'y a pas du tout de renforcement vertical, par contre, surtout pas. Là-dessus, on a pu le faire. Et on est dans des zones où il y a des séismes régulièrement. Et des séismes qui sont à la fois suffisants pour avoir un impact sur les constructions, mais pas non plus complètement catastrophiques, parce que quand tout est détruit, on n'arrive plus à lire ce qui se passe, quoi. Mais en même temps, aussi, il y a une question de temporalité. C'est-à-dire que si chaque séisme a lieu tous les 1000 ans, bah, même si on arrive à refaire des choses un peu mieux juste après le séisme, la culture de ce risque se perd et on finit par supprimer les choses. Ça a été théorisé par Ferruccio Ferrini de l'Université de Naples dans les années 80. Il y a un ouvrage là-dessus avec notamment des archéologues. J'étais d'ailleurs avec des archéologues la semaine dernière sur ce qu'on appelle l'archéosismicité. Donc, il y a des zones qui sont propices, effectivement, parce qu'ils ont. La Crète, en l'occurrence, ça a été le cas, hein, à l'époque, à l'âge du bronze. Mais en fait, on a, par contre, en Haïti, les périodes de retour sont bien trop importantes, malgré les grosses catastrophes. C'est de l'ordre de 150 ans environ, en tout cas sur Port-au-Prince. Mais l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que les savoirs, alors l'avantage et les avantages se transmettent plus simplement par compagnonnage ou autre, ils peuvent le faire et c'est très bien, mais aussi par des écrits. Il n'y a pas forcément des écrits au niveau de tous les savoirs. Donc nous, dès qu'on peut, on essaye soit de réintroduire en priorité les savoirs locaux et de les utiliser, de les valoriser, de leur redonner une force, soit éventuellement de faire des transferts. C'est-à-dire que, on l'a vu, hein, bon, on pourrait dire que par exemple sur Haïti, ce qu'on appelle les gingerbread avec des dispositions, c'est des villas à ossature bois, mais plutôt bourgeoises dans le centre de Port-au-Prince. Elles ont bien résisté, elles se sont bien comportées. Et donc, mais on a hésité à dire qu'elles étaient conçues parce que les gens avaient connaissance du risque sismique. Mais on a réintroduit, par exemple, la situation dans ce qu'on avait pu trouver au Portugal ou à d'autres endroits sur ces systèmes d'ossature bois avec renforcement de croix de Saint-André. Alors, peut-être dernière chose, j'avais proposé ça aussi en Indonésie lors du séisme de Yogyakarta. Coup de chance fantastique, il y avait un architecte local qui avait déjà fait la chose. Donc, j'ai proposé qu'on diffuse un peu plus ce qu'il avait fait. Et c'est pas si évident parce que la communauté qui avait été impactée à côté de la sienne s'était installée de manière beaucoup plus récente sur la zone et a refusé, voulait absolument du béton, alors qu'on avait des systèmes constructifs, y compris avec des structures en bois, qui étaient parasismiques. Et le bois, par ailleurs, était acheté par les pays occidentaux et donc le prix du bois avait augmenté, n'était plus accessible aux populations. Donc il y avait aussi d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, ça c'est pour les savoir-faire ancestraux. Et est-ce que les savoir-faire actuels peut-être ou
des personnes qui vivent encore, est-ce qu'on peut les intégrer d'une manière ou d'une autre? Ah, il faut. Oui. Il faut voir comment les gens produisent encore le pisé, par exemple. Parce que si on amène quelque chose qui est totalement hors sol, ils vont avoir du mal. Alors que si on amène quelque chose, une amélioration, ça c'est plus facile. Et puis on comprend mieux aussi. Des fois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est fait de telle façon. Et c'est lié à des pratiques locales très localisées et souvent très, très intelligentes parce qu'en fait, le patrimoine comme ça, c'est un laboratoire à échelle 1. Les gens ont essayé des choses qui n'ont pas marché, tombé. Hein. Et ce qui fonctionne, donc ils ont pris. Après, ils sont de plus en plus coupés hors sol par des modèles occidentaux qui sont en train d'expliquer qu'il y a du prêt-à-porter, que la solution, elle se situe, la modernité, elle est à ce niveau-là. Et donc, les gens finissent par oublier, ils sont déconnectés de leurs racines, quoi. Et à oublier qu'il y a des choses quand même qui sont extrêmement intéressantes et utiles. Oui, tout à fait. Oui, j'avais discuté avec un des architectes de l'agence belge dont parlait Mamoun tout à l'heure, donc BCA Architecte, qui a construit voilà, dans le sud. Et en fait, eux, ils envoient souvent des jeunes architectes pour suivre leur chantier. Et il y a un apprentissage mutuel, en fait. On apporte, ils apportent un petit détail, par exemple, les architectes belges, un petit détail d'étanchéité ou de faire apporter une petite platine métallique, par exemple, pour repousser l'eau. Et en fait, ils apprennent aussi du Ma'allem sur place. Et je pense que effectivement, comme vous l'avez dit, ça fonctionne très bien comme ça. Que ça soit horizontal et pas vertical. On n'est pas en train d'apporter quelque chose de nouveau, mais de profiter aussi des savoirs locaux et les mettre en valeur. Oui, c'est de la co-construction, mais c'est vrai que on est mis aussi sous pression par les bailleurs quand on a des contrats pour faire des choses. La difficulté, c'est de faire comprendre aux bailleurs que ça demande du temps. Quand j'ai parlé des 30 000 constructions d'Haïti, la première année, il y en avait 3. Donc, effectivement, si on fait 3 plus 3 plus 3, on n'arrive pas à ce chiffre-là. Et donc, il faut avoir des gens qui. Mais je pense que de plus en plus, il y a une conscience. Je voudrais quand même souligner, dans la déclaration du cabinet royal, je crois qu'il y a une vraie porte d'entrée sur ces approches-là. Hein. Oui, tout à fait. Du mois de septembre, moi, j'ai été absolument ravi de lire ça parce qu'il me semble que là, il y a une vraie demande par rapport à ça et un vrai soutien. Oui, voilà. Tout à fait, vous avez raison. Zidab, tu voulais poser une question peut-être? Oui, c'est moi qui ai une petite question pour Mamoun. En fait, en prolongation de ce qu'on racontait là sur l'hybridation des savoirs, Mamoun, tu présentais tout à l'heure un petit peu le processus de fabrication de ces briques, bon, pas industriel, c'est pas vraiment le mot, mais c'est des briques de béton, de terre, pardon, terre crue compressée, pour la reconstruction possible de douars, de villages dans le Haut-Atlas. Ça sous-entend évidemment que ces briques viennent se substituer, en tout cas accompagner des murs, enfin des reconstructions de murs en pisé ou en terre ou en adobe. Est-ce que, comment peut-être imaginer cette hybridation entre cet objet brique finalement qui n'est pas utilisé dans les villages reculés et comment l'intégrer en fait avec les savoir-faire locaux? Alors, les blocs de terre comprimés, moi personnellement, je ne les vois pas comme une solution, en tout cas prioritaire pour la reconstruction. Ça peut faire partie des réponses, mais à mon sens, la priorité, c'est vraiment de développer les techniques locales. C'est-à-dire, en fait, les techniques avec lesquelles étaient construits ces villages au départ, donc le pisé essentiellement, la maçonnerie de pierre et l'adobe. Pourquoi? Tout simplement pour des questions de résilience, pour que ces gens-là puissent en fait prendre en main quelque chose qu'ils pourront utiliser indéfiniment et transmettre aux générations futures.
si on peut, si on ramène des presses à BTC, par exemple, ça peut être une bonne solution dans certains cas précis, mais c'est vrai qu'on garde cette dépendance finalement à la machine. Et aussi, en fait, si on va former les gens à produire des blocs de terre, on peut très bien les former à faire du pisé. Et simplement le pisé, ils auront un peu plus des outils plus à leur disposition et ils pourront déjà se reconnecter avec ce qui a été transmis par les ancêtres et puis transmettre à leur tour. Donc, on est plus dans une dynamique de résilience à plus long terme. Les blocs de terre comprimés, par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir offrir aux architectes et aux gens, enfin aux acteurs de la construction contemporaine, une porte d'entrée. C'est-à-dire que si on a l'habitude, et c'est vrai que c'est un peu ça qui bloque justement cette réappropriation du matériau, si on a l'habitude de travailler avec des matériaux prêts à l'emploi, c'est peut-être une façon de faciliter le recours à la construction en terre. Voilà. Mais après, les blocs de terre comprimés, finalement, c'est du pisé miniature. C'est-à-dire que c'est exactement le même principe que le pisé, mais sous forme de blocs. Donc, si c'est fait correctement et de façon intelligente, pourquoi pas? Ça peut être une très bonne solution pour reconstruire certains villages aussi. Est-ce que ça peut pas être une solution justement pour le logement d'urgence, comme par exemple le prototype de Elie Mouyal? Je ne sais pas si vous avez dû suivre tous. Peut-être que le BTC aussi, ça peut être un prototype de logement d'urgence. Alors, oui. Je ne sais pas sur les temporalités, combien de temps ça prendrait pour construire ça. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Parce que le pisé, en tout cas, c'est long. Donc, pour le logement d'urgence. Si je peux me permettre, par rapport au bloc de terre comprimé, d'abord, je trouve très bien ton initiative, hein, Mahmoud, j'en avais pas parlé, mais ce réemploi et des bouts, c'est vraiment, à mon sens, une très bonne chose. La difficulté, parce que nous, on a beaucoup utilisé le bloc de terre comprimé, autant c'est assez simple de produire du bloc de terre comprimé, autant faire de la maçonnerie en bloc de terre comprimé réclame des compétences. C'est-à-dire qu'un maçon, on retombe sur la question des compétences. Et c'est vrai qu'on a essayé de le faire, par exemple, au domaine de la terre en France, et c'est le pire des projets du domaine de la terre à l'île d'Abo, parce qu'il est d'abord, il n'est pas beau. Bon, à l'intérieur, ça va, mais ce bâtiment n'est pas beau. Et en fait, il y a des gros problèmes de calpinage et de maçonnerie, quoi. Donc, ça peut être rapide à produire. Et par contre, pour la mise en œuvre dans un mur, c'est plus complexe. Ça réclame des vraies compétences. Ce qui ne veut pas dire que le pisé ne réclame pas des compétences, mais à mon sens, hein, bien que je ne connaisse pas du tout et pas suffisamment l'Édouard, il y aura probablement déjà plus de compétences au niveau pisé qu'au niveau bloc de terre comprimé. Mais c'est tout à fait juste, hein, ce que tu disais. BTC et pisé font partie de la même famille. On comprime un matériau, on chasse l'air. Tu dois le stabiliser, non? Ou pas du tout? Il est stabilisé ton BTC ou pas? Non, le projet que j'ai montré n'est pas stabilisé. D'accord, ok. Donc, je pense qu'on aura plus tendance à vouloir le construire durablement de laisser les structures durablement. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il a proposé, Elie? J'ai suivi un seul truc, mais c'est une Nouala, ce qu'on appelle une Nouala. C'est une structure légère avec des panneaux en roseau et puis une isolation qui vient par-dessus. Voilà. D'accord. Mais après, il y a des questions. Alors, il y a plusieurs solutions qu'on voit qui sont proposées, mais il y a pas mal de critères à prendre en compte pour que ça réussisse à chaque fois. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment de minimiser l'impact sur l'environnement, parce qu'en général, on propose de ramener des choses de l'extérieur, notamment du plastique, enfin des choses qui ne sont pas recyclables. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à faire quelque chose de démontable, de léger, rapide, pas cher, et qu'on puisse en même temps réutiliser les matériaux.
C'est-à-dire que si on le fait en bois ou en roseau, on pourra très bien le réutiliser pour aider à la reconstruction. Plutôt que de ramener quelque chose comme un conteneur ou enfin, des matériaux qui vont rester durablement ou qui vont impacter l'environnement. Oui, c'est ça, en fait. Il a proposé une isolation projetée sur la Nouala et justement, je ne sais pas, est-ce que cette isolation, est-ce que, en termes de pertinence, est-ce que ça peut être réemployé? Est-ce que c'est biodégradable? Est-ce que ça nuit à ces régions? Je ne sais pas trop. Mais l'idée de réemployer le roseau et aussi proposer de prendre des matériaux de récupération, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Après, ça dépend de la projection, enfin, quel type de projection il est fait. Donc, ça va dépendre de la nature du matériau, du mélange, visqueux ou pas. Ce qui veut dire aussi certains types d'équipements. Oui, et y compris d'avoir accès à l'électricité. Voilà quoi. Mais effectivement, il y a différents types d'options. Il n'y a jamais une option de toute façon qui est au-dessus de tout et qui répond à tous les critères. À un moment donné, il faut faire un choix et donc examiner les différentes options. On a une question? Ouais, une question, mais c'est peut-être plus pour compléter sur cette question justement du réemploi, de dire qu'aujourd'hui, dans les villages qui malheureusement ont été gravement touchés par le séisme, il y a de la matière en fait. On a de la matière justement dont il faut tenir compte, qu'il faut considérer en fait comme une ressource également possible pour la reconstruction, que ce soit à moyen ou plus long terme. Mais je pense que c'est une donnée aussi dont qu'on doit tenir compte et qu'on doit prendre en compte pour la reconstruction. Ah, il y a une question d'Isabelle, je pense. Isabelle, on écoute votre question. Normalement, vous pouvez activer votre micro. En attendant que Isabelle active son micro, tu avais une question? Elle peut la mettre en message, non? Peut-être. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si Non. vous la mettez en message, on peut peut-être. Ah, alors on a une question déjà. Ma question, qu'est-ce que tu peux mettre ici? Ma question, donc c'est Oumaima Mourtaka, qui est architecte marocaine, et sa question tourne autour de la gestion des eaux, les douars qui ont été affectés par le séisme au Maroc, ce sont... Non, Isabelle, si vous pouvez désactiver votre micro. Oui. Ah voilà. Du coup, la question d'Oumaima tournait autour de la gestion des eaux. Les douars qui ont été affectés par le séisme au Maroc se sont pour la plupart sédentarisés autour des canaux et des oueds. Et donc, culturellement, on se retrouve avec une organisation sociale et politique de l'irrigation qui fait en sorte qu'en amont ou en aval, la répartition des ressources est égalitaire. On remarque aussi que la même morphologie du bâti est régie par les khattara et les séguias qui sont des galeries drainantes qui leur permettent l'accès à l'eau. Ma question, est-ce qu'il faut reprendre les mêmes systèmes d'irrigation traditionnels ou est-ce qu'on peut basculer vers d'autres moyens modernes, plus coûteux, mais qui permettraient d'enrichir les cultures irriguées et développer l'économie locale? Voilà, c'est la question d'Oumaima. Alors, je conseille toujours à mes étudiants d'aller regarder le documentaire qui s'appelle Neuro sous tension, qui est un documentaire qui est fait sur l'une des actions, c'est pour faire un parallèle, hein, l'une des actions du comité d'entreprise d'EDF sur l'électrification d'une ville au Mali et le passage effectivement à un système entre guillemets traditionnel, c'est-à-dire que les familles riches avaient leur propre système, leur générateur et répartissaient ensuite l'électricité aux familles environnantes. Voilà, ce n'était pas forcément monétarisé. Et en fait, je pense que s'il y a effectivement, et ces systèmes doivent très probablement exister, il faut impérativement les prendre en compte en premier lieu
avant d'essayer d'apporter une solution technique qui, elle, va générer d'autres problèmes d'entretien, de coûts, monétarisation que les gens seront peut-être plus en mesure de faire, quoi. Et ça, c'est des éléments extrêmement importants que c'est Isabelle, hein, qui a posé la question, relevé, qui me semble être de ce que j'appelle, moi, les dynamiques locales. Il y a des choses, des modes d'organisation sociale qui existent, qui sont très forts. Donc, si c'est l'eau, ben, je suis sûr que c'est le bon point d'entrée. Après, le séisme, des informations que j'ai, a modifié par certains endroits, à couper des réseaux d'eau, donc il faut les recréer. Donc, je pense que le meilleur, c'est de repasser par les systèmes traditionnels et a ouvert à d'autres endroits, d'autres sources. Voilà. Mais en tout cas, moi, je recommanderais plutôt, une fois de plus, de s'intéresser justement à ces dynamiques locales, y compris sur l'eau, qui sont parfois très, très fortes et très pertinentes et très ancrées dans les traditions locales. Vous pouvez répéter le nom du documentaire, s'il vous plaît? Nioro du sel sous tension. C'est un très vieux documentaire, hein. Les images ne sont pas très bonnes, mais moi, je donne à mes étudiants du DS à terre. Ce n'est pas de la terre, donc ça les évite de penser terre, mais de voir Oui. quand on se projette dans un environnement, qu'est-ce qui se passe si on a, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et c'est un catalogue alors, je remercie d'ailleurs les gens qui ont, de Codev, hein, c'est l'organisation, qui ont accepté que ça passe, parce que ça ne va pas être évident pour eux, mais en même temps, c'est une formidable leçon de ce qu'il ne faut pas faire, entre guillemets, quoi. Donc voilà, si jamais vous n'arrivez pas à le trouver, vous m'envoyez je vous enverrai le lien à tous. Voilà. Ça marche. Merci. Donc, Oumaima, j'espère que voilà, on a répondu à votre question. Isabella, vous voulez tenter peut-être de poser la question en désactivant le micro, ou sinon vous pouvez écrire. Mamoun, quand tu as été sur place, toi, tu as vu ces questions d'eau, d'irrigation, de système d'irrigation, comment sur les douars où tu as été? Nous, on a fait des visites très rapides. Honnêtement, moi, je ne suis pas spécialiste de ça, je ne vais pas dire de bêtises. Mais oui, il y a des systèmes, c'est sûr qu'il y a des systèmes qui sont ancestraux d'utilisation de l'eau. Voilà, moi, j'ai pas plus d'informations là-dessus. Mais je pense que les habitants, de toute façon, l'installation dans ces villages-là est complètement conditionnée par l'eau. Donc, s'il n'y a pas de moyen d'accès, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de village. Donc, ça veut dire que si ces gens-là sont restés dans ces villages pendant aussi longtemps, c'est qu'ils ont accès à... Et ils ont su garder cette distribution de l'eau. Voilà. C'est vrai que le séisme, il n'a pas touché que les bâtiments. Il y a aussi il y a le côté agricole, la gestion du bétail et tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais ça, c'est des questions, c'est vraiment des. On a besoin de spécialistes dans tous ces sujets. Alors, c'est bon? Est-ce que vous pouvez m'entendre donc? Oui. Oui. Allez-y. Ah, super. Je ne sais pas ce qui se passe, excusez-moi, c'est sans doute une connexion, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, c'est tellement riche et ça me ramène à vraiment les premiers temps du séisme après l'Aquila, parce que, bon, la question du bâtiment, enfin, de la construction vernaculaire, bon, chez nous, c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire que c'est plus stratifié. Donc, en fait, voilà, c'est difficile de dire quelle est vraiment la construction vernaculaire. Sinon, celles qui sont justement dans l'environnement agropastoral, donc celles vraiment des bergers qui restent encore sur nos montagnes. Et ça me renvoie donc aux questions, les dernières choses que vous avez dites, parce qu'effectivement, ce n'est pas que le bâti, mais moi, je me suis occupée pas mal aussi de ce qui se passe en sous-sol des villes détruites, et donc comment on reconstruit les réseaux et l'importance que ça prend, parce que c'est des systèmes économiques donc différents qui dépendent de ça. Mais la question, elle était vraiment sur l'acquisition de savoir, la transmission de savoir. Parce qu'en fait, ce qui semble très simple de dire, OK, on va demander aux gens, déjà ça prend énormément de temps, donc les temporalités s'explosent par rapport à ce que disait M. Garnier tout à l'heure, les enjeux politiques.
qui prime et les enjeux de communication. Donc, c'est une tension perpétuelle voilà, entre ces deux pôles au moins, pour ne pas nuancer plus. Et aussi, par exemple, dans le cas de l'Aquila, ce qui s'est passé, c'est que le niveau national, donc protection civile nationale, est arrivé avec son projet tout fait, préfabriqué de gestion, ce que je disais tout à l'heure, les 19 nouveaux quartiers, qui a annulé en fait la partie dont vous parlez, l'arrivée de l'hiver. En fait, nous aussi, on avait l'arrivée de l'hiver. Et en fait, cette partie a été complètement annulée. En fait, ça fait que les gens n'ont pas pu réfléchir effectivement à comment reconstruire. Et en fait, donc ces savoirs-là nationaux, faits d'une science encore plus scientifique, laissez-moi dire, que c'est la locale. Il faut dire que là, il y a ces régions, enfin, chef de région, il y a l'université, il y a notamment une université d'ingénierie et d'architecture très importante, et tous ces gens, avec toutes ces connaissances qui étaient aussi décideurs locaux, n'ont été pas aucunement pris en compte. En fait, les enjeux nationaux ont primé sur les connaissances locales, bien que scientifiques. On parle de gens qui publient des articles, qui sont les meilleurs connaisseurs de leur environnement. Donc, on parle vous voyez, de connaisseurs, enfin, de chercheurs habitants, et qui n'ont pas du tout été pris en compte. Et ça, c'est une aberration. J'en fais un chapitre, un peu de ma thèse, mais parce que c'est tellement incroyable. Ça devrait être les premiers à être, vous voyez, comment dire, interrogés, quoi. Enfin, ils pouvaient produire des cartes, des choses très fines, et en fait, ça n'a pas été fait. Ils ont préféré, voilà, anéantir, et n'en parlons pas, donc, des populations donc de montagne qui n'ont vraiment compté rien du tout. Et du coup, nous, moi, je suis protagoniste aussi un petit projet qui a été de autoconstruction en bol de paille, parce que chez nous, il n'y a pas de terre, malheureusement. On a pu faire en terre quelques décos, enfin, quelques parois internes, mais on a pu faire des maisons en paille avec structure porteuse en bois, et on en a fait aussi expérimental autoporteuse en paille, parce que dans le sud d'Italie, ce n'est pas permis de le faire. Dans le nord, oui. Ces législations sont différentes dans les régions. Et donc, en fait, ceci, ça nous a permis, au contraire, de résister à la montagne, de pouvoir réactiver de l'agriculture et tout ça. Et je pense que cette phase-là, elle est vraiment primordiale, et peut-être penser à d'autres matériaux qui peuvent... Et ceci, on l'a pu faire grâce à des jeunes architectes, justement, qui ont venu nous aider à faire les calculs structurels, etc., pour construire ces 5 maisons. Donc, un petit village, et pour résister là où on était. Donc, bref, c'est plus qu'une question, c'est une ouverture, mais voilà, je voudrais bien savoir vos réactions par rapport à quelle est la situation pertinente du Maroc, enfin précise du Maroc, par rapport à ce savoir, enfin, bon, je sais pas, pardon, j'ai ouvert trop de portes, mais c'est ma spécialité. J'étends. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir, Mamoun ou Philippe, sur ce qu'a dit Isabella. Après, on a aussi, on est arrivé au terme en fait de la durée de cet après-midi. Donc, je ne sais pas si de votre côté, Zineb et les autres, vous voulez conclure. On a une dernière question, je vois, de Samia. Donc, je vais vous autoriser de suite à utiliser votre micro, et peut-être que ce sera la dernière question avant de conclure cette session. Samia, c'est à vous. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour cette conférence et toutes ces interventions. Moi, je suis étudiante en architecture au master architecture, environnement et culture constructive à Grenoble. Et du coup, moi, ce qui me préoccupe par rapport à toute cette histoire, c'est plus, et ce qui me questionne, c'est les questions de gouvernance et de prise en compte du patrimoine, non seulement bâti, des matériaux, etc., mais aussi culturel, identitaire,
des organisations spatiales et communautaires dans ces régions-là et qui sont propres à chacun, chacun genre des espaces qui ont été touchés par le séisme. Et je me demandais par rapport à ce que vous disiez au tout début des guides ou des modèles dont vous parliez, je me demandais juste à qui il serait adressé et ce serait une aide pour quel type d'intervenant. Merci. Alors, pour la reconstruction, l'idée, c'est de s'adresser aux artisans, c'est-à-dire aux habitants du village qui ont la capacité de participer à la construction. Donc, le guide, alors ça d'une part, et d'autre part, bien sûr, des concepteurs, c'est-à-dire les architectes, les ingénieurs, mais je pense que la priorité est vraiment à donner, en tout cas en termes de public, c'est surtout les gens qui vont construire eux-mêmes. Dans la mesure où les architectes ne pourront pas de toute façon suivre tous les chantiers, vu le nombre des chantiers. Et puis toujours dans l'idée de donner aux habitants les armes nécessaires pour mener les chantiers, du début jusqu'à la fin. Donc, c'est vrai qu'il y a les guides, mais il y a aussi l'idée de faire des vidéos, des podcasts, et donc en complément avec la formation du centre de formation qui va être fait bientôt. C'est vrai qu'on est dans des modes de transmission plus oral que écrit ou par des dessins. Donc l'idée, c'est de former quelques artisans par village, donc de les rassembler dans un centre de formation, on leur fournit la connaissance théorique et pratique nécessaire, et puis ils vont retourner dans leur village pour encadrer des chantiers. Et donc vraiment, et pas seulement apporter une connaissance technique, mais aussi une reprise de confiance dans ces techniques-là. C'est-à-dire qu'ils vont venir avec vraiment cet espoir, cette ambition de pouvoir reconstruire avec les matériaux locaux, mais de la bonne façon. Voilà, c'était un peu ça l'idée du centre de formation. Et puis, bien sûr, de s'inscrire vraiment sur le plus long terme possible, c'est-à-dire de contribuer même. En fait, ces gens-là qui vont être formés, ils pourront trouver du travail après dans ce secteur-là. Donc dans l'éco-construction, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est aussi une opportunité de contribuer au changement de notre, comment dire, du secteur de la construction à l'échelle nationale. Voilà. Juste pour rebondir là-dessus, je trouve que Sonia vous posez une question, en fait, je pense qui nous anime tous ici. Et c'est en partie pourquoi nous, on a commencé ce travail de recherche. Et c'est vrai que la première phase à laquelle on s'est attelé, c'est d'essayer de recenser toutes ces typologies, en fait, qui caractérisent la diversité du Haut-Atlas. Et on se rend compte très, très rapidement que d'un douar à un autre, les typologies changent, les matériaux changent, les techniques constructives sont différentes. Donc, je pense qu'il y a un premier travail, en fait, de recensement de cette diversité qui est parfois un savoir-faire oublié pour pouvoir arriver, en fait, à des projets comme celui de Mamoun, par exemple, en ce qui concerne l'architecture de terre, où on peut, en fait, réapprendre à construire comme avant. Finalement, c'est un peu ça, avec les bonnes pratiques et transmettre ce savoir que nous, on aura appris d'eux. En fait, c'est vraiment un apprentissage mutuel. Et je pense qu'il y a aussi deux choses à distinguer, c'est-à-dire ce process qui est adressé justement aux habitants de ces villageois et aussi le savoir que nous, on peut en tirer et diffuser d'une autre façon. Pour moi, ce sont deux langages qui sont très différents, avec deux médiums différents, des façons de procéder qui ne sont pas les mêmes, qui vont être ensuite adressées à des professionnels de la construction, à des architectes, qui peuvent être ensuite enseignés dans les écoles, etc. Et je pense que c'est aussi le sens de nous, notre projet de recherche. Je ne sais pas si Malik, tu veux compléter. Non, je pense que voilà, c'est un échange, se dire que je pense que chacun d'entre nous, on peut possiblement apporter une petite pierre à l'édifice, qu'il y a besoin
enfin, de former des équipes multidisciplinaires. Voilà, nous, architectes, ingénieurs, sociologues, enfin, il y a tellement de disciplines, je pense, qui ont besoin et qu'il faut justement convoquer pour la transmission de ce savoir-là aux générations futures et que je pense que chacun doit venir apporter sa pièce à sa pierre à l'édifice modestement et en fonction forcément de son savoir et de sa connaissance. Et dans un premier temps, vraiment juste de faire un état des lieux, justement ce que tu disais, d'apprendre nous-mêmes, en fait, qu'est-ce qui est existant, parce qu'on se rend très vite compte que nous, on n'est pas sachant dans ce domaine, on est tout simplement des architectes, mais est-ce qu'on a l'expertise sur l'architecture traditionnelle du Haut-Atlas? Ben, pas du tout. Et on doit d'abord apprendre, nous, auprès des populations locales, avant de pouvoir apporter une quelconque amélioration et ensuite reformer en fait les artisans, leur redonner goût à leur propre architecture, les sensibiliser, leur dire que non, c'est pas parce que c'est en pierre, en terre que c'est pas solide, c'est juste une façon de mettre en œuvre ces techniques-là. Et en Oui. fait, c'est vraiment un cercle vertueux. Nous, on va apprendre pour ensuite aider à apprendre de nouveau et ainsi de suite. Je pense que c'est vraiment un travail qui va se faire main dans la main avec les populations locales. Et pourquoi pas des petites doses d'innovation. Enfin, l'exemple des architectes belges et de cette espèce d'horizontalité, justement, apprentissage, je trouve ça super intéressant. Et pourquoi pas intégrer des doses d'innovation si ça rentre au global, en fait, dans un espèce d'apprentissage que les locaux peuvent intégrer et s'approprier. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant parce qu'on parle de villages traditionnels et de construction traditionnelle. Aujourd'hui, la modernité, entre guillemets, est déjà là, en fait, parce qu'on voit que c'est finalement, on a des constructions en terre, mais il y a souvent des bâtiments en béton, tôle qui viennent justement s'entremêler avec ces constructions-là. Donc l'idée, je pense, c'est la modernité et l'innovation, oui, mais je pense de manière à venir apporter quelque chose de concret et que justement ces populations-là puissent s'approprier ces techniques-là pour justement continuer à construire comme elles l'ont fait depuis des centaines d'années. Oui, je crois qu'il y a peut-être une dernière petite question et je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a un peu débordé. Tariq, on te donne le micro dans une seconde. Alors, Tariq. Ouais, Tariq, on t'écoute. Tu peux normalement activer ton micro, désactiver ton micro. Activer-le. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ouais, oui. Ok, merci d'abord pour cette table ronde et pour la qualité de vos interventions. Moi, j'avais une question en fait. Est-ce qu'on peut participer à la reconstruction ou à la construction de l'habitat avec les matériaux existants, que ce soit le pisé, le pierre, tout en garantissant la durabilité de vie de l'habitat et puis de la construction? Et deuxième question, est-ce que vous pensez que après, à court ou moyen long terme, il sera possible d'étendre ce type de construction en dehors des zones touchées par le séisme? Voilà. Peut-être Philippe, on en Alors, a pour, déjà pour discuté. la Ouais, question, pardon. oui, pardon. Non, pour la question de la durabilité, bien sûr, les bâtiments en terre et en pierre, ils ont fait leur preuve en fait d'une durabilité qui est supérieure à celle du béton. Donc la réponse est oui. Après, si la question c'était par rapport à l'antisismique spécifiquement, il y a des dispositions antisismiques qui doivent être mises en œuvre. Et après, comme ça a été dit par Monsieur Philippe Garnier, il y a plein de constructions en terre qui ont mieux résisté que celle du béton. Donc, c'est vraiment pas une question de matériaux, mais de mise en œuvre, de qualité de mise en œuvre. Voilà. Oui, Euh, non, mais je suis tout à fait dans le même sens que Mamoun. Effectivement, c'est plus une question de matériaux, c'est une question de compétences. Et que si on redonne de la dignité aux savoirs locaux et qu'on les met au même niveau de transmission, là, tu parlais du centre de formation, etc., avec une reconnaissance officielle,
de toute façon, il y a un retour, il y a une nécessité impérative même de réfléchir à l'impact de la production des bâtiments eu égard au changement climatique. Hein. On n'a pas le choix là, hein. On va dans le mur. Donc, impérativement, oui, c'est possible. Et on peut avoir des bâtiments durables à partir du moment où les architectes sont formés pour. Hein. Notre rôle, c'est quand même d'assurer que les bâtiments ils soient bien faits, ils répondent aux usages, et puis qu'effectivement, ils soient durables dans le temps, avec l'aide de nos amis ingénieurs, entre autres, qui eux aussi se forment de plus en plus à ces matériaux-là. Mais ils se comportent de manière différente des bétons armés notamment. Donc, on est en train de redéfinir les outils de modélisation, notamment dans différents endroits, Grenoble, mais pas que, hein, en partenariat avec plein d'institutions à travers le monde. Donc, moi, si je peux me permettre de juste dire 2 mots, relisez le communiqué du cabinet royal du 14 septembre et vous avez en main tous les éléments qui nous permettent de faire avancer la cause, si j'ose m'exprimer ainsi. Hein. L'opération de reconstruction soit menée sur la base d'un cahier des charges et sous une supervision technique et architecturale en harmonie avec le patrimoine de la région et qui respecte ses caractéristiques architecturales uniques. Et le chapitre suivant, c'est la réponse soit forte, rapide et volontariste, tout en respectant la dignité des populations, leurs us et coutumes et leur patrimoine, etc. etc. Voilà. Je pense que c'était une très belle conclusion, Philippe. C'est pas moi qui l'ai écrite. C'est pas vous. Bah, je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup à tous les invités, merci beaucoup à tous les participants. C'est un moment enrichissant, on a beaucoup appris, je pense, les uns et les autres. Et c'est une série d'événements qu'on va continuer à organiser avec la Maison des doctorants en architecture, avec des invités réguliers sur des sujets différents, mais toujours en lien avec le patrimoine et la préservation du patrimoine dans ces zones au Maroc. Et puis, peut-être pour ouvrir, dire que nous, on travaille depuis plusieurs mois justement sur ces architectures et ces dispositifs-là. Et je pense qu'on a aussi beaucoup à apprendre pour possiblement même des architectures qui sortent du cadre marocain, qu'on peut imaginer en Europe. On parle beaucoup de la question du réchauffement climatique. Demain à Paris, au niveau des températures, on sera dans des températures de certaines villes qu'on peut avoir dans le sud du Maroc. Donc je pense que l'expérience marocaine et justement l'expérience des dispositifs qui permettent justement de s'adapter à ces grands écarts de température qu'on peut avoir entre l'hiver et l'été, c'est quelque chose dont on a beaucoup à apprendre et qu'on peut justement réfléchir à comment hybrider, réadapter ces dispositifs-là pour les intégrer dans des architectures de pays plus au nord de la Méditerranée dans les prochaines années. Voilà. C'est ça. Je pense que Malika a tout dit. Merci encore pour votre présence ce samedi après-midi. Pour nous, c'était vraiment un moment super enrichissant. Pour Tariq, si je peux te conseiller de lire Histoire naturelle de l'architecture de Philippe Ram, je pense que tu trouveras aussi quelques réponses à ta question. Et voilà, merci encore. Et j'espère qu'on vous retrouvera très bientôt pour une autre session. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci à vous.